Bonjour, bonjour à toutes, je dis bien, et à tous, dans nos entretiens sur la littérature, dans le cadre de mon activité à la Commission Culture de l'Union européenne. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui un promeneur littéraire. Il y a comme ça des vagabonds de la littérature. André Thibault. Salut André, j'espère que vous allez bien. Bonjour maître. C'est rare de rencontrer un arpenteur des histoires des personnalités littéraires. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Rencontres imaginaires. Elles ne sont pas tout à fait imaginaires quand même. Pas toutes, c'est vrai. Bon, pas toutes. Mais elles permettent d'éclairer à la lumière de l'imagination, dans les multiples reflets de la réalité, des grands écrivains qui ont sillonné l'Europe de leur plume et dont l'intelligence continue à rayonner encore. Voltaire, Molière, Rimbaud, Camus, Nietzsche et d'autres. Et c'est donc l'occasion, à la lecture de ce livre, léger. Mais pour aller loin, disait Voltaire, il faut être léger. Hein. C'est vrai. Et il ajoutait, regardez les évangiles, ça a très bien marché, et pourtant, c'est pas un gros livre. Hein. Et là, on se promène avec ces grands auteurs. Alors, première question, évidemment, d'où vous est venue cette idée d'écrire sur ces personnages emblématiques et pourquoi, d'abord, quand vous correspondez avec eux, vous les tutoyez, vous les connaissez personnellement? Alors, je ne les connais pas. Ils ne sont plus de ce monde. Non. Mais il est vrai que depuis tout jeune, lorsque je lis, j'aime bien me mettre dans la peau du personnage. Et c'est vrai que je considère la personne emblématique, puisque ce sont que des personnes très célèbres, je me mets dans la peau du personnage, je le tutoie parce que je trouve que c'est un peu plus intimiste, je trouve que c'est moins solennel et ça me permet d'être un peu détaché et d'avoir une attitude un petit peu, amicale. C'est très rimbaldien, je dis tu à ce que j'aime, hein. C'est Verlaine, je sais plus, c'est l'un des deux. De toute façon, bon, ils s'interpénètrent. C'est, si j'ose dire, hein, c'est l'un des deux. C'est ou Verlaine ou Rimbaud qui a dit je dis tu à ce que j'aime. André, imaginons que vous ayez un stylo magique, une plume magique, un encrier magique, et que vous puissiez me permettre de voyager dans le temps. Vers quel auteur votre agence de voyage imaginaire me dirigerait-elle? Voltaire à Ferney, Montesquieu à Bordeaux, Molière dans son théâtre de bric-à-brac, Nietzsche dans ses promenades complètement folles, Camus à Lourmarin. Ah ouais, Camus. Alors en deux mots, faites court, en deux mots, pourquoi? Oui, alors Camus, parce qu'il s'est toujours opposé à quelque forme d'idéologie et d'idéalisme absolu. Voilà, Camus, oui. Mais je comprends votre choix. Camus, c'est l'homme qui préfère sa mère, hein, comme il l'a dit quand il y a eu le conflit en Algérie. Bon, c'est l'homme des solutions de bon sens, c'est ça. Ouais. Il s'oppose à Sartre complètement, quoi. Ah oui, complètement. Pour vous, il était existentialiste, Camus? Du tout. On l'a laissé passer, mais ça, ce sont les historiographes qui ont inventé ce terme existentialiste pour Camus, alors qu'il ne l'était pas du tout. Ouais. Et alors, quand la pandémie a commencé à sévir, hein, la fameuse pandémie liée à la Covid, qui n'est pas terminée, hein, on a beaucoup parlé de Camus, de la peste. C'est vrai qu'on peut reparler de ce livre qui est fondamental. Hein. Oui, fondamental. Mais bon, les gens, lorsque l'on parle de la peste, il faut associer encore une fois l'idée de Camus à ce qu'a été le nazisme. Oui, absolument. Des années 30, voilà. Je voulais simplement revenir sur Camus parce que il y avait chez Camus une limite de responsabilité à la raison. C'est pour ces motifs-là qu'il n'a jamais donné son assentiment à quelque réseau philosophique. Mais comme Raymond Aron. Complètement. Ce sont des hommes qui refusent finalement, qui refusent de se laisser enrégimenter pour un bénéfice de narcissisme moral. Oui. Ce que Sartre a fait toute sa vie. Alors, Sartre, il a un copier-coller, on va dire, sur Kierkegaard, parce que Kierkegaard, c'est quand même le précurseur de l'existentialisme. La différence entre les deux, c'est que Kierkegaard, lui, c'était un existentialisme chrétien, d'accord ? Et il faut voir son traité du désespoir,
où il positionne l'homme dans le monde, mais en disant qu'il n'atteindra jamais la vérité absolue, pas plus que la transcendance pure. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'arrivera jamais, d'après Kierkegaard, à dépasser l'idée du perceptible. Et l'idée du perceptible, encore une fois, pour Kierkegaard, mais comme pour Kant un siècle avant Kierkegaard, ces deux philosophes-là pensaient qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait atteindre le perceptible. Et oui, mais Sartre, saint Thomas d'Aquin l'avait un peu dit avant. Hein. Oui, au XVIe. Et pour en revenir à Sartre, lui n'était pas du tout pour un existentialisme chrétien, puisqu'il a écrit l'existentialisme, est un humanisme d'ailleurs. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et surtout que Sartre n'était pas très humaniste. Hein. Ah, complètement. Et je voulais juste dire sur Sartre, qui lui était athée, on le sait, il était aussi contre le genre humain, pas le genre humain, il était contre l'idée que l'humain ne pourrait lui aussi atteindre la vérité absolue, mais comme tous les philosophes se sont toujours positionnés en disant l'individu est à la recherche de la liberté, et puis, bon, moi j'ai imaginé, depuis l'Antiquité on en parle, que on est pour l'homme à la recherche de l'absolue vérité. Et j'ai rajouté dans un essai que j'écrivais, à la recherche de l'absolue vérité des mots de l'existence. M-A-U-X, voilà. André. Ouais. Ce qui intéresse, à mon avis, les amis qui nous écoutent, et les ennemis, hein, parce qu'on est aussi... intime, ennemi intime. On est aussi suivi par des ennemis intimes. C'est finalement ce que cette promenade dans les grands auteurs peut leur apporter. Oui. Donc, il faut qu'on essaye tous les deux de tirer la leçon de ce livre. J'irai voir Camus, donc. Moi, personnellement, Camus, il est trop contemporain pour moi. D'accord. Je trouve que Voltaire est essentiellement moderne. Notamment quand il prend la défense de Calas. Ah oui, notamment dans sa correspondance. Hein. Bon, il faudrait quand même que tout le monde s'intéresse à l'affaire Calas, parce que c'est un combat extraordinaire que va mener Voltaire pour la réhabilitation de ce protestant injustement condamné, roué, hein, par le fait d'un ignoble juge qui s'appelait Baudrigue, dont le fils, ou le petit-fils, a été du reste assassiné pendant la Révolution, au titre de représailles. Bon. Mais Voltaire, moi, il y a trois affaires célèbres, l'affaire Sirven aussi. L'affaire Sirven aussi, bien sûr. Et le petit qui malheureusement avait le livre dans sa poche, le livre de Voltaire dans sa poche, et qui lui a été horriblement, on va dire, on l'a écartelé. Le chevalier de la Barre. Mais c'est ça, le chevalier de la Barre, je parle de lui là. Ouais, bon, c'est une horreur. Mais enfin, pour en revenir à Voltaire, puisque vous parlez de Voltaire, je pense que les gens savent que la bibliothèque de Voltaire, c'est Catherine. Un Européen. Oui, absolument. Un Européen des livres, de la littérature. Oui. Mais c'était une époque où le monde entier parlait français. Complètement. Pas comme à l'Union européenne où on ne parle plus français mais qu'anglais. Alors que le français est une des langues de l'Union européenne. Et Catherine, la grande impératrice de Russie, souhaitait récupérer toute la bibliothèque de Voltaire à sa mort. Ouais. Et ce qui a été fait. Dites-moi, vous n'êtes pas un peu misogyne? Ah, dites-moi pourquoi. Parce que vous évoquez 11 hommes dans votre livre pour une seule femme. Alors, d'abord laquelle? Ensuite, pourquoi elle? Alors là, c'est une petite histoire. Selma Lagerlof, puisqu'il s'agit de Selma Lagerlof. J'ignorais complètement son existence, hein, pour être très franc. Hein. Bon, alors je vous en touche deux petits mots. Je me retrouve un jour, il y a un peu plus de 25 ans de cela, en mairie de Salon-de-Provence, où quelques récipiendaires dont je faisais partie recevaient la médaille de la ville. Et j'entends un impétrant au micro déclarer que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Et il rappelle l'auteur de la citation, et il dit Édouard Herriot, qui était président du Conseil, qui a été maire de Lyon, etc. Et moi, j'avais mon ami Alain Liotto, qui est un grand écrivain linguiste, à côté de moi, et je dis à Alain,
ça n'est pas Édouard Herriot qui a écrit, c'est Selma Lagerlof. Alors, Alain m'a dit, mais tu es sûr de ce que tu avances? J'étais un foutu, alors que j'étais un foutu d'apporter la preuve de ce que j'avançais. Fort heureusement, j'ai le lendemain tout de suite retrouvé mes marques et j'ai pensé à Selma Lagerlof. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais 9-10 ans... Mais qui est-ce? Alors voilà, on y vient. Prix Nobel de littérature 1909, l'année du tremblement de terre évoquée merveilleusement par mon ami Jean-Claude Rey, le conteur du Luberon, qui n'est plus de ce monde. Et Selma Lagerlof était également l'auteur du livre Le voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Et c'est un livre qui m'avait été offert à l'école communale. Je devais avoir 9-10 ans. Et quand j'ai lu ce livre, bien évidemment, je ne me suis pas intéressé à Selma Lagerlof. Mais bien plus tard, Selma Lagerlof, ça me parlait. Et je suis allé voir qui était-elle. Et c'est là que j'ai appris que Selma Lagerlof avait donné comme citation « La culture, c'est ce qui reste à l'homme lorsque l'on a appris, lorsque l'on a oublié tout ce que l'on avait appris. » Elle a été recyclée, cette phrase. Oui, elle a été recyclée, et puis on a même un Henriot, la voix vichiste, Philippe Henriot, on lui avait attribué cette citation, à Édouard Herriot, ancien maire de Lyon, et tout, et moi je voulais redonner... Moi je croyais qu'elle était de Françoise Sagan. Ah, vous voyez, vous en rajoutez une goutte. Non. Alors, maître, je peux vous assurer que c'est Selma Lagerlof. Ah, mais je vous crois la parole. Voilà, Selma Lagerlof. Et je voulais rendre à Selma ce qui lui appartenait. On peut dire à nos amis qui nous écoutent et à nos ennemis, bonjour les ennemis, que s'ils ont d'autres sources, ils nous les envoient. Ah oui, oui, ce serait intéressant. Oui. Alors, donc votre femme de ce voyage littéraire, voilà. C'est Selma. C'est Selma Lagerlof. Bon, qu'il faut lire, parce que moi je ne l'ai pas lu, mais je vais m'y mettre grâce à vous. Et puis, il y a aussi un moment quand même assez émouvant. On a presque l'impression qu'on est dans un de ces instants où le soir tombe et où la solitude se conjugue un peu avec la respiration. Vous parlez d'Aragon. Ouais. Louis, voilà. Je parle de Louis Aragon, je peux dire pourquoi? Oui. Alors, je parle de Louis Aragon parce que nous avons été, avec mon ex-compagne, nous avons été invités par nos amis à Asperjoc-Laulagné, c'est un petit village près de Vals-les-Bains, et il y avait Jean Ferrat. Et on m'avait recommandé de ne pas parler chanson, parce que Jean Ferrat, évidemment, n'y tenait pas, quoi. Et tout. Alors, j'étais un peu frustré, et sachant que j'avais Jean Ferrat à la table, nous étions 8 à table, j'ai imaginé aborder un sujet avec lui sur Aragon. Aragon, les surréalistes. Aragon, les dadaïstes, puisqu'il était dadaïste également. Et alors, j'ai pris le parti de lui parler... C'était aussi un communiste mondain. Complètement, et je voulais en venir là. Ils ont adhéré, les dadaïstes, au Parti communiste, parce que le Parti communiste était le seul parti à être contre la guerre du Rif. Et alors, pourquoi je parle d'Aragon ? Quand Ferrat me dit, mais tu sais qu'il aurait dû s'appeler Andrieux. Jean Ferrat me dit, il aurait dû s'appeler Andrieux. Tiens, pourquoi ? Et on a parlé toute la soirée, hein, et je suis allé fouiller, je suis allé chercher effectivement Louis Andrieux est le père d'Aragon. Ah oui. Mais lorsque Louis Andrieux se pointe à l'état civil, probablement avait-il des accointances avec l'employé d'état civil, il déclarera son fils comme étant Louis Aragon. Pourquoi Aragon ? Parce que le père Andrieux, qui était député, qui a été ambassadeur en Aragon, c'est sans doute souvenu du terme Aragon, mais il avait également un ami en politique qui s'appelait Aragon. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait un ami en politique qu'il appelait Aragon ? Non, je sais pas. Il a eu du pot, il aurait pu s'appeler Castille. Voilà. Bon. Malheureusement, André, il faut qu'on conclue, parce qu'on est dans un schéma de 15 minutes. Parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, les gens ont une attention qui ne dépasse pas les 15 minutes. Donc on est obligé d'avoir des modules très courts. Oui, mais alors juste dire pourquoi. Pourquoi s'appelle-t-il Louis Aragon ? Voilà, parce que son père lui a tué la vérité. Son père s'est fait passer pour son parrain. Et sa mère, il a fait passer sa mère pour sa sœur. Et sur le quai de gare, à 20 ans, lorsqu'Aragon part à la guerre de 14, 18,
ok ? Là, le père Andrieux demande à la mère d'Aragon d'aller lui dire la vérité. Ouais. Voilà, alors... Il n'était pas bâtard, il n'était pas... Bon, voilà, très compliqué, très compliqué. Mais vous savez, ce que vous dites ramène à une pensée très... Et on va conclure là-dessus, finalement, parce que c'est un peu l'essence de votre livre. Freud a écrit, je crois que c'était dans sa correspondance avec Stefan Zweig, j'en suis pas sûr. On ne peut pas être un grand homme si on n'a pas une vie inconsciente très compliquée. Voilà. Et quand on se promène dans vos rencontres imaginaires, quelque part, on va à l'inconscient. Et merci d'avoir fait émerger cet inconscient qui a tous les charmes d'une poésie. Merci André. Alors je parle juste de virilité parce qu'Aragon, c'est ça. Oui. Le père Andrieux souhaitait que sa virilité soit intacte. Et voilà. C'est pour cette motive. Merci. Merci à vous. À bientôt les amis. À bientôt, merci. Et vive les livres, hein. Vive les livres.